Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang! Bonne année 2024! Ben oui, parce que c'est la première de l'année. Ben, je le sais que vous allez dire « Ouais, mais Régent, il me semble qu'on a entendu quelques-unes avant, mais c'est sûr, on a des entrevues qui vont être partagées dans les prochaines semaines, naturellement. Mais ça, c'est la première officielle qui est enregistrée en studio en 2024. Alors, puis aujourd'hui, je suis en bonne compagnie. René Sylvain Bédard qui est avec moi. Salut René Sylvain! Bonjour Roger, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, merci. Merci d'être là. Très heureux. D'avoir accepté l'invitation, d'être venu aussi, d'avoir bravé la tempête. En fait, t'es venu avant la tempête. J'ai prévu la tempête. T'as prévu la tempête, et voilà. Alors, merci beaucoup d'être là, c'est le fun. Nous autres, écoute, on est rendu à 596. Félicitations. Oui, merci beaucoup. C'est impressionnant. C'est impressionnant, puis c'est le fun parce que j'apprends à tous les jours, mon équipe aussi, on apprend plein de choses avec nos invités. Puis tu nous as même mentionné aujourd'hui un nouveau mot. Fait que, tu sais, c'est pour te dire jusqu'à quel point qu'on évolue comme individu dans cette belle aventure dans la jungle des affaires. 596. Ben oui, on va faire le 600 bientôt. On ne sait pas encore c'est qui. On regarde l'horaire. Des fois, il y a des cancellations, des annulations. En tout cas, on regarde ça. Mais ça risque que ça va être une belle entrevue parce que la 600e, on va popper le champagne encore. Ben oui, qu'est-ce que tu veux, à toutes les 100 émissions. Faut bien s'amuser. D'ailleurs, c'est le mot que tu nous as appris aujourd'hui. Hédoniste. Hédoniste, René Sylvain, merci beaucoup. Hédoniste commence par H. Oui. Je suis allé voir un petit peu ce que ça veut dire. Puis je pense que ça nous ressemble à moi et Nate ici dans l'équipe. Puis même Fred, on aime ça, avoir du fun. Puis ça reste que c'est un mot qui veut vraiment dire... Profiter des plaisirs de la vie. Oui, c'est ça. Profiter des plaisirs de la vie, j'adore ça. Moi, j'avais épicurien. Aussi. Dans ma tête. Mais épicurien, c'est plus quelqu'un qui aime bien manger, bien boire. Bien boire, être festif, mais toujours... tandis qu'ébéniste, ça va bien, Régent. Les moelleux sortent de sa corps. Hédoniste. Alors, je vous invite à aller lire là-dessus. C'est une théorie qui est quand même... Il y a beaucoup de philosophie en arrière de ce mot-là. Oui. Tantôt, quand je suis tombé dans la définition, j'ai vu le mot Socrate. J'ai dit, OK, on va arrêter là, on va recommencer plus tard. Aïe, aïe, aïe. René Sylvain, merci beaucoup d'être là, c'est le fun. Aujourd'hui, on va parler de cybersécurité. On va parler de paquets d'affaires en lien avec, naturellement, l'informatique. Mais on va parler aussi des données, on va parler de la sécurité, on va parler de nos entrepreneurs, des fois, qui ne savent pas. Ouais. Dans quel domaine s'en aller. Pas dans quel domaine, mais je veux dire dans quelle manœuvre au niveau des sécurités. Puis tout ça, c'est quand même un univers. On va dire que c'est une jungle. Oui, tout à fait. Puis c'est une jungle que apprendre les bases n'est pas si compliqué que ça, mais ça prend de l'intérêt. Ouais. Le plus grand défi que j'ai vu par rapport à la cybersécurité et aux propriétaires de PME, c'est qu'ils ont la relation avec la cybersécurité qu'ils ont avec l'assurance vie. C'est-à-dire qu'ils attendent qu'un proche meure pour en acheter. C'est vraiment pas conseillé parce que malheureusement, les PME sont 87% des cibles. Ouais. Donc, et sont ceux qui ont le moins de ressources, entre guillemets, prêtes pour se défendre. Ben oui. D'abord, il faut qu'il y ait en sous-traitance parce que c'est rare qu'il va y avoir quelqu'un à l'interne. Il y a 3,4 millions de postes ouverts en cybersécurité à travers le monde. Donc, je te confirme que même s'ils cherchent quelqu'un, il y a très peu de chances qu'ils en trouvent. Ça m'appelle à te demander, justement, au niveau du personnel, parce qu'on reçoit souvent des entrepreneurs dans la jungle des affaires, puis le fléau, présentement, on le sait, c'est un peu la main-d'œuvre. Tu sembles dire que c'est un peu le contraire dans ton domaine, dans la mesure où il y a beaucoup de postes disponibles. Oui. Ça veut dire que si quelqu'un voulait s'en aller dans ce domaine-là, il y aurait de l'ouverture. En effet, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de demandes. Ouais. Et je vous dirais encore pire, si on peut, c'est que le chemin, en est un qui est émotionnellement demandant, parce que veut pas, on deal avec des criminels. On va se dire ça comme ça. Là. Ouais. Ceux qui attaquent, c'est pas des gentils. Non, c'est ça. Donc, c'est pas des gens que tu as le goût de passer du bon temps avec. C'est ça. Et la pression ou la demande qui vient de l'entreprise, tu sais,
tu fais partie d'une équipe de choc à la Banque Royale et qu'il y a une attaque qui rentre, il faut que vous soyez capable de la repousser. Fait qu'il y a beaucoup d'heures supplémentaires. Il y a beaucoup d'exigences qui viennent avec le métier. Par contre... d'imprévu. Oui, mais la beauté de la chose, c'est que c'est quelque chose qui est toujours en changement. Fait que c'est de l'évolution constante. Ça, c'est le temps de la formation. Aller voir c'est quoi les dernières... C'est pas redondant. Hein? Non, on est assez loin de la personne qui fait la même chose à tous les jours, qui rentre, qui punch. On est à des années-lumière de là. Puis là, tu me disais, tu as une équipe, une dizaine, vous êtes une dizaine, 10, 12. Hey, c'est bon quand même. On a eu des hauts et des bas. On fluctue. On fluctue au fil des mandats. Parce que en étant une PME, j'ai pas vraiment le luxe d'avoir ce qu'on appelle un banc. Donc, d'avoir des gens qui sont assis et qui attendent que les mandats ils sont payés, mais ils attendent que le mandat rentre. C'est ça. J'ai pas ce moyen-là. Par contre, j'ai la chance d'avoir des très bons clients. Fait que je suis... Puis est-ce que ton équipe, René, Sylvain, est-ce que ton équipe est aussi qualifiée que toi? Parce que je regardais ton bagage, ton background sur LinkedIn. Tu as des formations, c'est incroyable. Je pense que tu as 15 formations. Oui, facilement. Hey. Oui. Non, mais c'est impressionnant de voir qu'un entrepreneur continue tout le temps d'aller chercher des licences, d'aller chercher de la... Il y a un trait familial là-dedans. Je pourrais aussi te parler de mon grand frère, mon frère aîné, qui lui est en construction, mais qui a toutes les licences. Okay. Il est entrepreneur général, mais à chaque fois qu'il y avait un besoin, il allait chercher la licence pour ça. Je veux dire, c'est le même trait de famille. Mais ça vient-tu aussi, des parents? Ça vient-tu du papa, de la maman, peut-être? Il y a eu un push pour qu'on apprenne, mais c'est pas un trait de famille. Eux sont très système D. Okay. C'est vraiment dans la débrouillardise. Est-ce que c'est des entrepreneurs? Ma mère est entrepreneur. Ah oui? Oui. Dans quel domaine? Dans la restauration. Donc, moi, j'ai grandi dans une pizzeria. Ah oui? Oui. Donc, mon service à la clientèle vient un peu de là. Aux grandes dames de ma mère, parce que ça n'a pas été facile à apprendre un ado. Mais l'idée... Fais les sourires, là. Non, c'est le sois poli qui a mal passé. Ah, sois poli, oui, c'est ça. Mais tout ça étant dit, j'ai créé un adage pour ma mère qui est dans les petits pots, les meilleurs ouragans. Dans les petits pots, les meilleurs ouragans. Elle fait 5 pieds 2, puis elle déplace plus d'air que n'importe quelle femme que je connais. J'aime ça, j'adore. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, elle a 88 ans aujourd'hui. Aïe. Et oui, c'est... Oui? Oui. Ah bon, là, salut. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Rolande Ladouceur. Salut, Rolande. On vous salue, Madame Rolande. Oui. Et c'est ça, petit restaurant dans l'est de la ville de Sherbrooke. Oui. Pas facile, sur la restauration. Non, et petit quartier, pas très... C'était pas un beau quartier, on dit ça de même. C'était pas très cossu. Non, loin de là, l'extrême opposé, en fait. Oui. Et, mais par contre, il y en avait 4 qui avaient pas réussi avant elle. Elle a hypothéqué sa maison, elle a acheté la bâtisse et elle a tenu le restaurant pendant 23 ans de temps. Ah oui, dans cette bâtisse-là, avant, il y avait eu des échecs. Oui. Wow, puis après ça, elle l'a pris en main pour... Oui. Mais de force de caractère... ça, c'est des bons... comme on dit, c'est des gènes. Hein? Ça fait partie de ton ADN aujourd'hui comme entrepreneur. C'est inspirant. C'est inspirant, tout à fait. Ton père, est-ce qu'il était travailleur? Mon père était chef mécanicien. Ah, OK. Donc, dans l'autre opposé. Faisait beaucoup de petits jobs, mais n'a jamais eu il a déjà eu l'ambition de se partir en affaires. Il n'y avait pas l'administration qu'il fallait pour le faire. Problème d'alcool aussi. Okay. Donc, c'était moins évident. Plus difficile. Ouais. Mais ça reste que c'est quand même des bases qui sont le fun parce que quand tu regardes ça, tu te dis, bon, OK, mon frère et moi, on a voulu aller chercher justement plein de connaissances puis de certifications. Et ça remonte au choix de carrière. Hein. Je ne vais pas t'interrompre. Oui, vas-y. Quand tu choisis ce que tu veux faire dans la vie, moi, originalement, j'avais des ambitions d'être architecte. OK. Il y a quelque chose qu'on a parlé tantôt qui est arrivé dans ma vie qui a fait que j'ai pas pu aller à l'université. Oui, t'es un jeune papa. Oui, tout à fait. T'es un jeune papa, mais je me demande si c'est pas un record. Là, non, c'est pas un record, je te confirme. Ah oui? T'es allé lire là-dessus? Non, en fait, on avait été invité à une émission à TVA. Ah oui? Et il y avait une jeune fille qui était là, qui, elle, avait été mère à 13 ans, je crois. Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Fait que oui, ça arrive. Oui, OK. Quand on se compare, on se console. Oui, c'est vrai, t'as raison. Donc, moi, j'étais père à 15 ans pour mon fils et à 18 ans pour ma fille. Patrick et Danica, je les salue aussi. On les salue, bien certainement. Et puis, ils sont plus grands que mes enfants parce que là, tu me parlais tantôt de 30... Danica va avoir 34 en mars et Patrick 37 en septembre. Voyons donc, c'est capoté. Puis toi, t'es toute jeune. Ça n'a pas de bon sens, c'est capoté. Anyway, mais c'est félicitations, écoute, double félicitations parce que là, on parle d'une carrière parce que c'est une carrière aussi d'être papa, là, d'être maman. Oui.
Aïe, aïe, aïe. Mais donc, c'est ça le point que je voulais faire, c'est que l'architecture était la passion initiale. Ouais. Et la deuxième passion que j'avais, c'était l'informatique, parce que j'aimais beaucoup jouer avec les ordinateurs. Je suis pas venu au monde avec un ordinateur, mais à l'âge de 11 ans, j'avais un VIC-20, après ça, le 64, après ça, le 286. J'ai grandi avec. Donc, pour moi, c'était... Ça t'attirait. Oui, puis c'était normal. Ouais. Moi, je voyais un programme, puis je voyais de l'anglais. J'étais capable de lire au complet ce qui était dedans. OK. Fait que moi, d'aller apprendre comment quelque chose fonctionnait, pour moi, c'était assez primaire. C'est drôle parce que avec ma blonde, on a regardé cette semaine Elon Musk. Ben là, je sais pas si tu as vu le reportage sur Netflix, où ce qui se compare. C'est comme une guerre entre lui et non, Bezos. je l'ai pas vu encore. Bezos contre Musk. Ouais. C'est bon, c'est du bonbon, là, parce que c'est 2 milliardaires là, qui... Deux enfants, tu sais, comme si c'était 2 petits-enfants riches. Là, dans une confiserie. Oui, c'est ça, qui va avoir le plus de bonbons. Mais en tout cas, bref, à un autre niveau. Puis il expliquait justement, quand il était jeune, là, que tout ça, ça l'excitait, ce monde informatique-là. Puis l'inconnu aussi. Ouais. Hein, parce que tu te dis, bah, ça existe, je vais savoir c'est quoi. Tu sais. Ouais. Dans Ted Lasso, il y a une phrase qui est dite qui fait beaucoup de sens avec moi, c'est be curious, not judgmental. Ah. Soyez curieux, mais pas dans le jugement. Non. Puis cette scène-là, elle est superbe. Je vous invite à la voir. Elle est sur YouTube un peu partout. Mais ça démontre bien comment, si t'es curieux à propos de ton environnement, si t'es curieux à propos des gens qui t'entourent, tu vas apprendre beaucoup de choses. C'est une forme d'intelligence, la curiosité, je trouve. Parce que... Je considère que c'est une base. C'est la base de l'intelligence. C'est-à-dire, si tu veux vraiment comprendre comment les choses fonctionnent, déjà, tu te démontres que tu as de l'intérêt. Tu sais, quand on voit les enfants dire, ben pourquoi ça? Hey, maman, pourquoi? Puis papa, mon petit. Alors, le pourquoi, le comment, tu sais, plein de questions, ben, ça démontre justement le goût d'apprendre chez les jeunes. Donc, il faut que ce soit nourri. C'est important. Oui, il faut répondre à ça. Ouais. Ça veut rien dire. Donnez pas cette réponse-là à vos enfants, s'il vous plaît. Hey, je vous rappelle qu'on est dans la jungle des affaires. Hein? On n'est pas encore... Non, mais c'est fun parce que les gens... D'ailleurs, les commentaires qu'on reçoit souvent, c'est qu'ils aiment ça, découvrir l'humain derrière l'entrepreneur. Donc, c'est ça qui est intéressant. Je suis allé voir dans ton expérience, je trouvais ça le fun, puis je voulais t'en parler. Indominus, d'abord, premièrement, tu vas nous dire ça vient de où, ce nom-là? Parce que je vois qu'il y a Indominus Conseil, Indominus Group, il y a comme des filiales. Je veux tout que tu nous expliques ça. Après, naturellement, nous expliquer comment le nom est venu. Le nom est venu grâce à un ami à moi qui s'appelle Jonathan Ginter. Salut, John. Jonathan et moi, avec un autre partenaire, on a lancé une société en 2015, on the side, totalement stealth, underground, où on voulait créer un logiciel pour venir automatiser la modélisation des processus. Automatiser la... Oui, OK. Donc, faites au 100 pouces, si tu n'as pas compris, c'est normal, il n'y a pas un banquier qui comprenait non plus, d'où le pourquoi on l'a fermé. Ah, OK. ça m'aide un peu. Mais dans le brainstorming des noms, Indominus était sorti. OK. Indominus, ça vient de Jurassic Park, on se mentira pas, le Indominus Rex. Oui. Mais quand on regarde la définition latine d'Indominus Rex, ça veut dire roi indomptable. Ah. Et indomptable, moi, ça résonnait beaucoup avec moi. Oui. T'es un petit tannant à l'école? Non? Non, je te vois pas tannant, toi. Non, je suis opiniâtre. Opiniâtre, c'est la version très polie que ma prof de français m'a appris au cégep de tête de cochon. Toi, t'es un astineux, mais t'as raison. Hein? Je m'arrange pour avoir raison. Ben oui, c'est un côté analytique aussi. Tu dois aller chercher tes faits avant de... Après ça, je me bats. Oui, après ça, tu te bats. Non, mais c'est vrai parce que on parle souvent des couleurs rouge, bleu, vert, jaune. Ouais. Bref, puis souvent, le rouge va s'en aller directement en astination, comme on dit, quand je cherche un mot, c'est plate. Mais en confrontation. En confrontation, merci. Puis, il s'appuiera pas sur des faits. Ouais. Il va simplement blablabla, tandis que le bleu va plus se dire, attends un petit peu, là, moi, je vais t'expliquer, là, selon telle chose, selon tes couleurs, je dois être un mauve. Ouais. Un genre de mélange de rouge-bleu. Ouais. Mais c'est vraiment le fun. Écoute, si tu veux, je t'enverrai de l'information là-dessus. Tu vas voir, c'est super le fun. Puis je voyais aussi que Indominus avait des filiales. Ou en tout cas, tout à fait. Donc, je veux t'attendre là-dessus. Je t'explique comment ça a commencé. Oui. Donc, Indominus, à la base, j'étais chez Quest Software, qui est un fabricant américain. Oui. Et j'ai dit au product manager là-bas, je dis, hey, il y a de l'opportunité sur le marché pour faire ça. Et il m'a gentiment dit, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais, toi, chez quoi? Ah oui, t'es au vendre? Ben, retourne donc vendre. Ah oui? Ouais.
il y avait 400 produits déjà dans son portfolio. Ça ne tentait pas d'entendre parler d'une autre possibilité de produit. Fait que c'était correct. T'étais bon au ventre, ouais, retourne là. Ouais. Puis le pire, c'est quand j'ai été embauché, moi, j'ai dit en partant, je suis pas un vendeur. Là. J'ai ça. J'étais un gars technique. Oui. Ils m'ont formé en vente et tout. Oui. C'est correct. Bon. Mais tu l'as appris. Ouais. Fait que là, j'ai mariné là-dessus. Et éventuellement, j'arrivais avec une idée de produit. Fait que mon produit, c'était non pas un outil, mais quelque chose pour se servir des outils. Donc, un consultant virtuel. D'où VIC, qui est Virtual Interactive Cloud Powered Consultant. Donc, VICC. CC. Donc, l'idée, c'était de pouvoir venir automatiser les tâches que les consultants faisaient. Parce que, entre toi et moi, là, on en fait de la redondance. Ben oui. Si tu fais un audit Active Directory pour savoir l'état des identités, tu vas en passer des heures à analyser du data, là, et tu vas arriver au prochain client et tu vas recommencer. Ah oui? Oui. Fait que ça, cette portion-là de la job, il n'y a plus personne qui veut la faire. Fait que là, tu as créé un système, on dira pas un robot, mais un système qui fait... Oui, c'est un système d'automatisation avec de l'intelligence artificielle et du traitement dans le cloud. Donc, là, on est en quelle année là, quand tu fais ça? Là, on est en 2017. Fin 2017. T'étais quand même précurseur, là. Ouais, je me suis planté 3 fois en étant précurseur. Je t'en reparlerai dans quelques secondes. Oui, mais ça, c'est correct. Ça. Faut se planter, mon grand-père disait. Ouais. Mais donc, l'idée, c'est, avec ça, je voulais être capable de venir automatiser les tâches. Éventuellement, on a manqué de fonds, fait qu'on a mis le projet sur pause. Et on s'est retourné plus vers le conseil, qui est la base qu'on connaît bien et qui permettait de financer la base du projet. Mm-hmm. On a monté conseil. Éventuellement, si on voulait d'aller chercher du financement pour nos produits, il ne fallait pas être en conseil. Ah ouais? Pourquoi? Parce que tu vendais du temps? Parce qu'on vendait du temps et parce que dans la tête des investisseurs, premièrement, le conseil, c'est pas sexy. Et deuxièmement, le conseil, c'est pas quelque chose qui finance. Ouais. Parce qu'ils appellent ça du reoccurring. C'est des choses qui sont renouvelables, mais pas nécessairement. Fait que c'est tout en train de... Et surtout, tu charges 1 heure, tu factures 1 heure. Mm-hmm. Donc, tu n'as pas la capacité de faire ce qu'ils appelle le hockey stick, d'être capable de monter et d'avoir des revenus super intéressants. Je comprends. Donc, on a séparé la portion produit, puis on a créé Indominus IA. Donc, intelligence artificielle. En janvier l'an passé, je vais remonter un petit peu plus loin, juillet 2022, j'ai passé au travers un accélérateur de marketing, tout pour être capable de venir productifier ma ligne de produits, etc., mes services, puis être capable d'arriver à... Donc, j'arrive à Vision PDG de l'OQT et j'en parle avec 40 CEO. Zéro intérêt. Oui? Non, zéro intérêt. Sur 40, là, tu avais zéro... Zéro intérêt. Hey, j'avais créé un programme qui était basé sur ce que moi, je faisais en entreprise, puis de l'accélérer, puis d'essayer d'inclure le monde là-dedans, et tout. Mais il n'y avait pas d'intérêt marché. Je n'avais pas vérifié mon intérêt marché avant. Ouais. Fait que ça, j'appelais ça, dans le fond, blueprint pour des TI modernes. Okay. Donc, d'être capable de faire tout le prototypage de l'infrastructure TI que tu as besoin quand tu te transformes. Okay. C'est un beau projet, mais dans la même session, je suis monté une demi-heure sur le stage avec le président de VARS et le président de D-Box. Quand même. Le président de D-Box qui venait justement partager son expérience de brèche en cybersécurité. Ouais. On m'avait invité comme le côté TI de la chose. L'expert. Ouais. Et 30 minutes après, il y avait 150 CEO dans la salle qui checkaient tout. Hey. Comme des feuilles. Là. C'était vraiment particulier. Parce que ils venaient tous de comprendre qu'ils étaient à risque. Ben oui, ils venaient de voir le danger. Là. Ouais. Mm-hmm. Et c'est là que moi, j'ai pris mon step back puis mon côté analytique embarqué. Puis c'était comme, OK, est-ce que c'est ça le call que tu as manqué? Mm-hmm. Fait que c'est là qu'on a décidé de faire un switch plus cybersécurité. Et c'est là où on a commencé à créer le nouveau produit et on a commencé à créer la nouvelle entité qui est Indominus Sécurité Gérée. Puis là, à ce moment-là, le financement, il suit quand il y a un produit. Et c'est ça. Hein? Donc là, 1er janvier, on a incorporé la compagnie. 2023. Ah oui? Oui, 2023, ça a été une année de fou. Là. Fait que 1er janvier, on a incorporé. 4 heures après l'incorporation, on était invité à Microsoft for Startup, qui est un accélérateur de Microsoft. 1 mois après, on faisait un hackathon. On avait 10 développeurs dans des équipes qui essayaient de créer des modules pour le produit.
2 mois après ça, on avait un produit, on est allé en France, on l'a lancé au Forum international de la cybersécurité à Lille, en France. J'en ai profité pour visiter aussi mes partenaires et mes clients qui sont au Maroc. Je reviens de là, on a fait ITSec à Saint-Hyacinthe. J'ai été invité sur le panel là-bas. On a fait le SME Summit à Toronto. On est allé au New York Venture Summit. Toute la même année, là. Oui, puis à la fin décembre, on vient de clôturer. On a gradué du Rogers Cyber Catalyst Accelerator à Toronto. Wow! Puis ça, c'est sur ton site web, je présume? Pas encore, parce que le site web est en refonte. Le site web est en refonte, parce que là... Mais faut que tu présentes tout ça? Ben, ce qu'on a fait un 2023. Hey, celle-là est bonne, hein? Une revue de 2023 sur LinkedIn. Et quand tu passes au travers, je veux dire, c'est pas compliqué. On a pris mars off. Ah oui? Il y a de quoi à tous les autres mois qui arrivent. Fait que même en août, même en septembre, je veux dire, il y avait tout le temps des événements qui arrivaient. Grosse année. Oui, grosse année. Pour te donner une idée, durant le forum InCyber à Toronto, ce lundi-là, j'étais à Toronto pour faire une présentation au Canadian SME Summit. Puis le jeudi, on avait un kiosque qui montait à InCyber. Fait que, oui, on a couvert cette année. Puis est-ce que tu as senti parce que c'est beaucoup d'action, c'est beaucoup aussi de visibilité, c'est beaucoup d'exposure, c'est beaucoup d'efforts. Est-ce que tu as senti que ton entreprise, elle venait comme de prendre on va dire une certaine maturité, une certaine notoriété? Pas encore. Non. Dans le sens où c'est un marché où il y a beaucoup de bruit. Oui. La cybersécurité, tout le monde et son voisin font de la cyber de ce temps-ci. Oui, ben oui. Il faut faire attention. Mais ce qu'on voit, par exemple, c'est quand les gens comprennent ce que le produit fait et on le simplifie au maximum. Là. À ce moment-là, tout le monde commence à comprendre pourquoi ça peut les aider. Puis ce qu'on a fait, c'est vraiment simple. Là. Le produit, on a dit, nous, notre mission, c'est de protéger les appareils des PME contre les cybercriminels. That's it. C'est un détecteur de fumée. On le déploie sur ton appareil. Puis après ça, il est relié directement à notre centrale. S'il y a de quoi, on va intervenir. Puis ta clientèle, ça se trouve être la moyenne grande entreprise? Non, au contraire, c'est la PME. Ah ouais? Oui, parce que la grande entreprise, là, si je reprends mon oui, t'as raison. Si je reprends mon exemple avec le détecteur de fumée, puis ben oui. Si tu parles à Desjardins, là, ils ont déjà tout ça? Ils n'ont pas juste ça. Ils ont le détecteur de fumée, ils ont les sprinklers, ils ont le centre d'appel, ils ont les pompiers, ils ont la ligne au complet. Là. Ils ont investi 100 millions pour avoir la ligne au complet. Je comprends. Tandis que, je vais prendre un exemple, même Bauer. Oui. Bauer, ils font des patins. Là. C'est pas leur job de faire de la cybersécurité. Là. Non. Ils peuvent être équipés pour le faire parce que c'est une compagnie publique. Là. Mais, tu sais, 400, 500, 800 employés, ils n'ont pas nécessairement l'expertise TI pour le faire. Je comprends. C'est là où nous, on amène toute cette expertise-là. Notre spécialité, c'est Microsoft. Notre spécialité, c'est la cybersécurité. Donc, on vient apporter ce niveau de confort-là aux clients. Est-ce que, je présume que c'est des heures, c'est du temps, hein, ton équipe, c'est ça que vous vendez présentement. Vous vendez une expertise, mais vous avez du temps. Est-ce que vous êtes capable encore de prendre de la clientèle? En fait, ou là, vous êtes saturé pour un petit bout? Non, pas du tout. Non? En fait, on est au début. On est au tout début. Là, le produit a été lancé en avril. Sky's the limit. Oui, tout à fait. On a un premier client qu'on a chouchouté. Je veux dire bonjour à Félix en passant, qui est notre premier client avec le Garde Sparte. Et sans faire, ça m'a appris beaucoup. Oui. Mais là, on est tout en train de consolider ça. Et là, on commence la croissance. Parce qu'il faut se rendre... Il y a un certain seuil où il faut que tu te rendes avant que tu puisses avoir de l'investissement. Oui. Donc, c'est un peu comme les banques. Ils disent, va faire tes devoirs, là, puis... Montre-nous que t'es capable d'avoir de l'argent, après ça, on va t'en donner. Ben oui, c'est... Donc, on est là-dedans. On est tous dans une offre commerciale pour commencer. Sois riche, là, puis après ça, je vais t'aider à te prêter de l'argent. Oui, ou comme mon frère dirait si bien, quand il va arrêter de pleuvoir, je vais te donner un parapluie. Ben oui, c'est ça. Non, chronique. Non, mais la métaphore est... Oui. En tout cas. Mais l'idée, c'est ça. C'est que là, on est en mode croissance et on a déjà mis les choses en place pour être capable de croître rapidement. Fait que même si j'ai un client qui me demande de protéger 5000 appareils demain, en dedans de 2 semaines, je suis prêt. Ah oui? Oui. Wow. Et ce qu'on a démontré avec notre premier client, c'est que quand on est rentré dans son environnement, il y avait un score de cybersécurité de 6% sur ses appareils. OK. Une semaine après, il était à 93. Ouais. Il avait pris toutes les options du produit. Là. On a mis toutes ses machines à jour. On a mis toutes ses patchs à jour. On l'a isolé d'un point de vue vulnérabilité. Ouais. Parce que nous, on vérifie toutes les vulnérabilités qui sont disponibles sur la machine. Oui. Mais après ça, on ne fait pas juste les vérifier, on les règle. On les règle. Fait qu'on fait la rémédiation.
Fait que tu fais comme une analyse du comportement sécurité informatique de l'entreprise, puis après ça, tu règles les problèmes. Pas tout à fait. Non? Plus spécifique que ça. Oui. On analyse la machine. On analyse l'appareil. L'appareil. Puis dans l'appareil, on la base contre une base de données, puis on regarde, OK, c'est quoi les vulnérabilités qu'elle a? OK. Et là, on règle les vulnérabilités une après l'autre de façon automatique. Fait qu'une entreprise qui a un paquet d'ordinateurs réseau, puis qui sont tous même des fois, même pas dans la même ville, Oui, c'est pas grave, ça. c'est pas grave. C'est pas grave, on est 100% cloud. Wow. Fait qu'on est 100% info-nuagique. Donc, on se retrouve dans une situation où on peut desservir la planète. Fait que là, si jamais des gens qui nous écoutent, des fois, puis qui se disent, hey, moi, là, c'est cette année 2024, je veux vraiment amener la sécurité à un autre niveau dans mon entreprise, on va voir Indominus Conseil sur LinkedIn, Oui. parce que je pense que tout est là. Oui, tout est là, en effet. Tu disais tantôt que ton site Internet est en train de se refaire une beauté. En fait, je travaille avec une amie à toi qui s'appelle Cynthia. Cynthia Amel Gamache, Oui. qui est excellente. Je l'adore. Ben je la oui. recommande à tout le monde. Ben oui. Et elle est en train de me faire voir la lumière parce que, bon, c'est bien la structure de l'entreprise, qu'elle soit fragmentée et tout, mais pour ramener ça vers un cadre unifié, Ouais. le côté marketing, Ouais. fait que c'est là-dessus qu'elle est en train de travailler. Oui, parce que souvent, ça ne veut pas dire que c'est tous des connaisseurs, tes clients. Mhm. Puis des fois, on pense qu'en bâtissant un site web pour les gens qui connaissent un peu notre discours, notre jargon, il y a des gens, des fois, qui se perdent là-dedans. Oui. Puis tu peux perdre la clientèle parce que, justement, t'es pas assez, mettons... non, c'est ça, écoute, tu vas être en voiture en crime. Et tout ça m'amène au livre. Ouais. Parce que Ton livre qui va voir le jour. Oui, ben écoute, j'ai commencé à l'écrire le 28 juillet. OK. Et Dans toute cette année-là, Ouais. dans toute cette Ouais, année ouais. de fou-là. Et j'ai livré la première ébauche le 18 octobre. OK? Là, j'ai reçu l'ébauche révisée. Fait que là, je suis en révision. Mais le but du livre, simplement, c'est de permettre aux entrepreneurs de venir avoir une connaissance de base pour la cybersécurité et d'être capable de venir faire leur première ébauche. Qu'est-ce qu'ils doivent protéger? Comment est-ce qu'ils doivent éduquer leur staff? Comprendre un peu la base. Hein? Oui, puis vraiment, je fais par exprès pour à chaque fois qu'il y a un acronyme ou qu'il y a une nouvelle technologie pour expliquer comment ça se passe dans le paysage. C'est quoi, où est-ce que ça se positionne? Donc, c'est pédagogique en même temps. Oui. Hein? Parce que... Mais ils peuvent pas se passer de tes services grâce au livre. Si quelqu'un est déjà en technologie et qui est brillant, je pense que oui. Ah oui? Mais l'idée, c'est que... C'est audacieux? Non? Non, c'est... Il y a trop de demandes pour ce que je peux faire. Ben oui. La mission de base que j'ai donnée à Indominus, c'est qu'on puisse faire l'éradication de la cybercriminalité dans les 10 prochaines années. Ouais. C'est pas quelque chose que je vais faire tout ça. Non, ben non. Fait que moi, mes Il y en a trop de méchants. mes compétiteurs, je les vois comme des alliés dans cette guerre. Ah oui, contre les méchants. C'est ça. Donc, même si je donne des outils à des gens, si on regarde le profil de PME, 92% ne sont pas ce qu'on appelle technology literate. Donc, ils sont pas en technologie, là. Ils sont en affaires, ils sont en finance, ils sont en comptabilité. C'est pas des technologies. C'est pas le domaine. Là. Exactement. C'est pas le... D'où le pourquoi que je viens faire des analogies comme le système d'alarme, comme la clôture autour du terrain pour le pare-feu, avec la porte d'entrée qui est surveillée, qui a une gate. C'est vraiment cette dynamique-là que j'amène. Je comprends. Puis s'il y a un besoin, c'est clair. Écoute, puis il n'arrêtera pas d'avoir des méchants demain matin. Voilà. En parlant des méchants, là, parce que, tu sais, on dit, bon, ça peut être un cyber-hacker, comment on les appelle, les hackers? Oui, en fait, c'est maintenant des groupes cybercriminels. C'est gros, là. C'est rendu... Mais c'est quoi leur objectif, ces gens-là? C'est un peu comme des gangs criminalisés, c'est d'aller chercher l'adrénaline? C'est quoi le... Il y a encore un faible pourcentage qui est là pour faire des coups, faire des bons coups, là. Mais la majorité sont carrément motivés par l'argent. Si on regarde les groupes... Mais ils se font payer par qui pour faire ça? Ouais. Je suis peut-être niaiseux, la question niaiseuse. Non, c'est pas. La cybercriminalité, présentement, c'est la 3e économie mondiale. Ah oui? OK? T'as les États-Unis, t'as la Chine, puis t'as les cybercriminels. Ah oui? OK? Fait que c'est un pays, là. C'est énorme. C'est énorme. Ils appellent ça un gig economy. C'est rendu des multimilliards. Quand tu demandes qui paye, ben, c'est tous ceux qui payent des rançons. C'est tous les données qui sont capables de voler. Mais si on fait juste un pas en arrière et qu'on regarde quel type d'attaque qu'on voit dans le marché. Il y a vraiment... Il y a 2 familles d'attaquants, puis il y a 2 familles d'attaques. Donc, tu as la famille d'attaquants qui est subventionnée par l'État. OK. Donc, tu as des régimes totalitaires comme la Chine,
comme la Corée du Nord, comme l'Iran. Quand ils ont comme la décidé Russie. que l'Australie n'avait plus d'Internet, là, C'est ça. un exemple. Ça. Mais aussi, quand la Russie a décidé qu'elle essayait de mettre à terre toute la télécom de l'Ukraine 3 mois avant d'attaquer, hein, puis qu'elle a passé 3 mois à l'attaquer et à vouloir faire du dommage, je veux dire, ça, c'est subventionné par l'État. Je comprends. Tu as l'autre qui est carrément des groupes commerciaux. Hein, ils font du recrutement via Twitter. Je veux dire, c'est des grandes compagnies maintenant. Ils pourraient même prendre des gens de ton équipe. Parce que toi, ton équipe pourrait, à force de te défendre comme ça, vous connaissez l'attaque. Oui, hein? tout à fait. Donc, toutes ces compagnies-là, donc, si tu regardes ça, là, on tombe dans les types d'attaques. Tu as un type d'attaque que moi, je qualifie comme étant la pêche à la dynamite. Tu envoies 1 million de courriels frauduleux. Il y en a 100 qui cliquent. Ces 100-là, ben là, maintenant, tu as une base d'où travailler pour pouvoir aller les extorquer d'un point de vue financier. Ouais. L'autre côté, on pourrait appeler ça pratiquement des voleurs en chemise-cravate. C'est on a réussi à infiltrer une compagnie qui est en marché public. On sait qu'elle va avoir une annonce dans 10 jours. Fait que au 10e jour, on va faire planter ses systèmes, on va faire planter son stock. Mais on va avoir shorté son stock avant, fait qu'on va faire de l'argent sur le stock. On va acheter le stock pendant qu'il est bas? Non, on va l'acheter à plein prix. OK. Mais on va mettre ce qu'ils appelle un short. Donc, s'il plante, là, je fais de l'argent. OK. Puis ils vont le faire planter. Ils vont le faire planter. Ils vont le créer. Ouais. Donc ce genre de cible-là, ça, c'est ce que j'appelle des attaques ciblées, des attaques plus chirurgicales, où là, les cybercriminels se servent du marché pour se surenchérir. Puis comme tu dis, 3e dans l'économie, c'est gros. Là, comme, je savais que le monde on va parler d'immobilier. Il y a des sphères d'activité où est-ce que c'est de l'économie, la construction. On parle souvent... Oui, mais là, on parle de produit intérieur brut. Oui. Quand tu prends le PIB de la Chine, le PIB des États-Unis, eux autres sont le 3e. C'est grave. OK. Fait que vous manquerez jamais d'ouvrage. En tout cas, ça va prendre un bout de temps. J'aimerais ça que ce soit dans 10 ans. Dans 10 ans, je pense que ce serait noble cause. Parce que là, il y a de l'éducation aussi là-dedans. Hein? Oui, en fait... tu l'as vécu avec ton groupe de CEO qui était dans la salle. Ça fait. Et le livre, justement, un des modules, c'est éduquer. Ben oui. Ce que je remarque pour l'éducation, par exemple, qui est très compliqué, c'est que les propriétaires d'entreprises ont tendance à déléguer cette portion-là. Oui. Ils vont dire, toi, tu t'occupes de la sécurité. Oui. Le problème, c'est l'imputable à la fin, c'est le propriétaire d'entreprise. La faute à qui, c'est ça? Ah non, c'est pas la faute. La faute à qui, ça va venir, mais tu sais, ça va venir après. Bien avant, la faute à qui, c'est arrange-toi que ça marche. Là. Ouais. Arrange-toi pour nous relever, parce que sinon, on n'est plus en business. Mais ce que les gens pensent pas, c'est que qui est imputable à la fin? Si on regarde... C'est le patron. Ben, c'est le patron et la tête du CA aussi. Ben oui. Donc, si, à partir du réseau de son entreprise, il détruit 10 compagnies à côté ou il vend les données d'un de ses fournisseurs, ou peu importe. Les poursuites vont venir bien assez vite. Là, hein. C'est pas là mettre une entreprise en trouble. Là, en trouble, en faillite. Mais aussi de mettre ses propriétaires ou ses actionnaires en trouble d'un point de vue légal. Donc, il faut qu'il y ait de l'intérêt de la part des propriétaires d'entreprise. Parce que tu peux pas demander à quelqu'un d'être motivé, intéressé à apprendre quelque chose si toi, tu veux pas le regarder. Non, c'est clair. Donc, ça prend une certaine ouverture de nos entrepreneurs. Oui. Moi, je dis beaucoup que l'éducation, ça passe par l'inspiration. Donc, il faut que tu sois hâte d'inspirer tes troupes à vouloir voir ça. Il faut qu'ils voient c'est quoi la valeur. Et en plus de ça, il faut que tu sois capable de démontrer que toi aussi, tu y apportes la valeur. Fait que ça veut dire que dans ton travail, dans ton rôle au niveau de la vente, du développement des affaires, il y a beaucoup d'éducation. Il y a beaucoup de sensibilisation avant de dire, ça coûte ça, puis qu'il y ait une clause. Là. Je vous dirais que les projets qui ont été les plus porteurs à date, c'est les projets où on a commencé à rentrer avec un audit. On nous demande de venir leur dire c'est quoi l'état des lieux. Ben oui. Et après ça, dire, OK, voici la liste des recommandations, sont priorisées. Et là, c'est quasiment immanquable. Tu peux voir l'entrepreneur ou le propriétaire d'entreprise qui regarde ça. Sans que ce soit de la panique, c'est comme, il est perdu. Il est perdu. Ben ouais. Fait que là, tu commences à expliquer vraiment c'est quoi chacune des choses, ce que ça implique financièrement, pourquoi c'est important, pourquoi c'est en priorité sur les autres qui sont plus faciles. Et habituellement, la majorité comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, malheureusement,
Ils disent « Ah, je vais acheter de l'assurance. » Mais l'assurance, c'est comme l'assurance de maison. Là. Ils vont envoyer un chèque une fois que la maison est brûlée. Là. Mais la maison va être à terre. Oui, ben oui, c'est ça. Si t'es pas capable de voir venir le feu, si t'es pas capable de T'as bien beau l'arrêter... avoir un chèque, là, si t'as rebâti ta business à chaque fois. Là. C'est ça. Dis-moi, si, mettons, on parle de bon, client cible, là. Mettons, demain matin, tu me dirais, Régent, nous, on a eu la chance de recevoir 596 gestionnaires d'entreprise, entrepreneurs. Est-ce qu'il y a c'est quoi l'entreprise type là, que tu pourrais dire, ben moi, Régent, eux autres, là, ça serait le fun, je collabore avec eux autres. T'sais. Ben, le produit en tant que tel, de 2 à 1000 utilisateurs, on est là. OK. Sauf que si on veut être plus précis, c'est sûr que quand on regarde des grands bureaux de comptables, des grands bureaux d'avocats, oui. Ben là, tu te retrouves à des endroits où il y a beaucoup de données. C'est des cibles intéressantes. Ils ont tous 1, 2 ou 3 devices par personne. Ces personnes-là sont plus faciles que, par exemple, une mine. Ouais. Hein? Ou un syndicat. Ouais. Ben, même un syndicat. Ouais. Parce qu'un syndicat, tu vas avoir une tour à bureau quelque part qui a du monde dedans et qui ont chacun un ordinateur. Ouais. Mais si on regarde une mine, tu vas avoir 100 personnes qui vont gérer, puis tu vas avoir 1000 personnes dans la mine. Ouais, je comprends. Fait que tu vas avoir, tu sais, pour toute la gestion de tout ça, tu vas peut-être avoir 100 appareils. Je comprends. Fait que dans le fond, toi, c'est plus que d'appareils. Mais surtout, où le ratio appareil-employé est le meilleur. OK. On va dire ça comme ça. Donc, 100 employés avec 100 appareils, c'est l'idéal. Oui, tout à fait. On dit n'importe quoi, là, mais on se comprend. Je reviens au père de famille, moi. Non, mais j'ai pas le choix. Je sais que je vais recevoir des courriels, puis je vais recevoir des messages. Parce que là, on a ouvert une petite ligne tantôt. Là. On est tombé dans le technique. C'est bien le fun. C'est intéressant. Mais on est tombé dans le père de famille. T'avais-tu la bosse des affaires quand tu étais jeune? Tu sais, quand t'es devenu papa jeune, est-ce que tu avais cette fibre-là? Parce que là, tu me dis que tu aimais les technos, puis là, tu hésitais entre l'architecture et tout ça. Puis à un moment donné, mais la bosse, de devenir le boss, là, tu sais comment on dit? J'ai participé au lancement de ma disco mobile. Je devais avoir 15 ans, 16 ans. C'est vrai? En partant. Disco mobile. Ouais, une disco mobile. Aïe. Avec les disques, là. Oh, oui, parce que là, c'est plus ça, là. Non, c'est ça. Fait que ça a été une première expérience. C'est sûr que comme je disais, j'ai grandi dans cette soupe-là. C'est-à-dire que je supportais ma mère. Tu sais, je travaillais avec elle. Système D. Oui, système D, toujours. T'étais en mode on se débrouille, là. Hein? C'est ça. Mais je te dirais que d'un point de vue de la famille, ce qui a été particulier, c'est que c'est devenu un peu un catalyseur. Je vais dire ça comme ça. Ça a été des années qui ont été hyper dures. Parce que c'est pas vrai que je vais arrêter puis je vais juste regarder le temps passer. Non. Fait que on s'est retroussé les manches puis on a travaillé fort pour s'assurer que les enfants manquent de rien. Tu sais, veux pas, là, je viens d'une famille, disons, classe moyenne. On n'a jamais rien manqué, mais tu sais, il n'y a jamais eu grand luxe là, dans ma jeunesse. Mais, je revenais à ma mère 2 secondes. J'ai été à l'école anglaise, j'ai été dans des écoles privées. Elle s'est toujours arrangée pour que j'aie un bon niveau d'éducation. Quand le petit est arrivé, elle m'a carrément dit, regarde, faut que tu prennes tes responsabilités. Là. Je veux dire, il n'y a pas de pauvre petit gars, là. Non. Tu l'as fait, go. T'es un papa, là. C'est ça. Tu vas être papa. Ouais. Ben oui, assume. Oui. Fait que ce genre de tough love-là m'a formé. Tough love. Et ça a fait que quand je suis arrivé à Montréal, j'étais en 95, tout début d'Internet, j'étais travaillé pour une petite firme qui s'appelle Transcontinental. Petite firme de quelques employés. Oui. Monsieur Marcoux. Je travaillais dans une division qui s'appelait Transcom à ce moment-là. Transcom, pour vous rapporter un petit peu, là, c'est l'ancêtre du SEAO où il y a tous les appels d'offres. Sauf que dans ce temps-là, il envoyait 4500 fax par soir et ma job en tant que junior, c'était de m'assurer que les serveurs de fax ne plantent pas. Et il y en avait-tu? Oui. 4500 par soir? Oui. Donc, on évolue un peu 5 ans après. Donc, j'avais fait un plan d'affaires pour Transcontinental que j'aurais voulu voir la vie. Ça n'a pas marché. 2001, je lance
point ingéniosité. Fait que point ing, parce que tous les verbes en anglais finissent par ing. Fait que le but, c'était d'avoir host.ing pour l'hébergement, etc. Donc, c'était... Mais ce que je voulais faire à ce moment-là, c'était rendre disponibles les applications Microsoft en mode partagé. Si tu regardes ça aujourd'hui, ça s'appelle Office 365. Ben oui. Sauf que je suis comme 10 ans avant. Ben oui, t'étais précurseur. Et 10 ans avant, il n'y avait personne qui voulait entendre parler de ça. Il est fou, lui. Pourquoi je sortirais mon serveur de chez nous? Ben oui. Ben c'est ça, exactement. Donc en juin 2005, j'ai fermé. J'ai pris un hit. Je l'ai réglé. On l'a payé. En 2015, on a recommencé avec l'automatisation des processus que je t'ai parlé tantôt. Oui. Ça n'a pas fonctionné, on l'a fermé. Décembre 2017, j'ai lancé Indominus. On a passé facilement 1 an et demi à essayer de créer le produit. Dans ce temps-là, il n'y a pas de revenus. Qu'est-ce que tu fais pour vivre, là, mettons? Ben, écoute, j'ai passé mes REER. On avait quelques consultants qui consultaient, qui ramenaient un revenu de base pour payer. J'ai eu un prêt de la BDC. Je veux dire, j'ai endossé le produit. Tu as travaillé fort. Oui. Puis je le paye encore aujourd'hui. On se mentira pas. Là. Mais j'ai pas de produit. À l'opposé, quand on a créé le GuardSpart l'automne passé, on s'est basé sur un produit existant. On l'a amélioré. On a carrément créé toute une fondation. Puis après ça, on a arrêté. On a arrêté le développement. C'est comme ça, c'est vendable. Ouais. Quand on l'a lancé, 2 semaines après, on avait notre premier client. Fait que là, les revenus commencent à rentrer. Puis là, on commence à parler de ramener un développeur pour améliorer le produit. Mais tant qu'on n'a pas de financement, je ne rouvre pas la vente du développement là, parce que c'est la meilleure manière de fourber des centaines de milliers de dollars. Ben oui, c'est un puits sans fond. C'est ça. Donc, on commence par générer de l'attraction. Mais tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale, là. Je t'écoute, là. Oui. J'avais un discours tu ne peux pas avoir un patron là, toute ta vie, toi, là. Ben, tu as des collègues, tu as des partenaires d'affaires. J'ai été chanceux. Ouais. Dans le sens que CGI m'a servi d'école. Ah ouais? Oui. Chez CGI, veux pas, t'es très autonome. Si tu veux prendre de la place, tu peux en prendre. Oui. Et quand je suis revenu en 2012, mon patron de l'époque, qui s'appelle Bruno Charbonneau, m'a carrément dit écris-moi ce que tu as comme place que tu veux faire, là, puis on va faire arriver ça. Je veux dire, c'est une belle opportunité. Là. Fait que j'ai créé la pratique Microsoft Infrastructure chez CGI. Et donc, ça m'a mis côte à côte avec Microsoft Montréal, où j'ai encore énormément d'amis. Et ça a amené tout un niveau de responsabilité d'affaires que j'aurais pas pu avoir en tant qu'employé. La liberté, des fois, dirais-tu que c'est un beau conseil à donner à nos entrepreneurs, des fois, de donner plus de liberté à nos équipes. Hein? Tout à fait. Savoir ce que vos équipes veulent, premièrement. Les écouter, hein? Et deuxièmement, avoir des discussions fréquentes avec eux et de voir comment vous pouvez les aider à grandir. Ça, je pense que c'est la base d'avoir une équipe heureuse et une équipe qui va rester. J'ai en tête là, l'image très forte du CFO et du CIO qui se parle. Ouais, mais si on les forme, ils vont s'en aller ailleurs. Ouais, mais si on les forme pas et qu'ils restent, c'est vraiment pas mieux. T'as pas le choix, là. À un moment donné. T'es mieux. Chez Google. Si on les forme, ils vont s'en aller ailleurs. C'est ça. Mais chez Google, il y a ça de particulier. Chez Google, ils ont la semaine de 4 jours déjà. Oui. Mais la 5e journée, l'employé est libre de travailler sur un projet personnel. De 80-20. Et carrément, ils font leur semaine en 4 jours. Puis là-dessus, là, c'est comme, je vais te donner 100% de ce que je peux te donner dans ces 4 jours-là. Mais la 5e journée, je vais faire mon projet. Et c'est comme ça que Google Plus est créé. C'est comme ça que Gmail s'est créé. On s'entend, on parle de culture d'innovation. Ben oui. C'est génial. Ouais. Puis ça vient de l'interne. Tout à fait. Hein? Tu sais, ça vient de l'interne. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aller ailleurs. Ils sont bien. Si tu les traites bien et qu'ils sont inspirés par ce que tu fais, tout à fait. Ben oui. Puis tu le vis, toi, à petite échelle, là, avec ton équipe. Ouais. Parce que, tu sais, on parlait tantôt, bon, vous connaissez les dessous là, de la sécurité informatique. Tu sais, je dis, si tu avais un membre de ton équipe que tu lui dis, rentre là-dedans puis fais du grabuge, il serait capable. Tout à fait. C'est carrément une question d'éthique. Ben oui, parce que là, si tu protèges, tu sais, je dis toujours, mettons, je reviens à la sécurité, exemple physique, là, tu sais, un professeur de karaté ou peu importe, là, un monsieur qui enseigne
la défense physique, mais il connaît l'attaque. Tout à fait. Tu sais, je veux dire, c'est un va pas sans l'autre. C'est là où la mission, l'éthique, les valeurs, c'est là où ça vient parler beaucoup. Puis c'est là où quand on parle de connexion avec les gens, quand on parle de venir sécuriser l'environnement de nos clients, de venir J'ai un de mes gars Microsoft à un moment donné, quand on a fait le switch, qui m'a demandé « Boss, pourquoi on s'en va en cybersécurité? » Le gars, lui, c'est un architecte Microsoft. Il fait du cloud, il fait des serveurs. Puis la réponse bien simple que j'ai dit, c'est « To stop the bully. » On va arrêter les intimidateurs. Il a compris tout de suite. Parce qu'il n'y a pas personne en technologie qui ne s'est pas fait bardasser à un moment donné dans son adolescence ou qui a vu quelqu'un se faire bardasser pour avoir son argent de lunch. C'est plate, mais les cybercriminels, c'est exactement ça. C'est des bullies. Ils vont voir ceux qui n'ont pas de gros bras, puis eux autres qui arrivent avec leurs gros bras, ils prennent leurs données puis disent « Si tu ne me donnes pas tout ton cash, tu ne reverras pas tes données. » C'est carrément ça. Ça existait à l'époque, tu te rappelles, on n'était pas vivants, mais je veux dire, les pirates sur les bateaux. Tout à fait. C'était ça. Hein? Mais ça se passe encore dans le canal de Suez aujourd'hui. C'est un autre niveau, là, mais oui. Wow, quelle belle entrevue. Je suis content parce que moi, je dois t'avouer en toute humilité que c'est pas mon fort, le web, tu sais. Oui. En fait, tout ce qui est au niveau de la technologie, tout ça, je l'apprends de plus en plus, 56 ans. Puis j'écoute aussi mon équipe quand ils m'expliquent des choses, puis tout ça. Mais c'est un univers, tu sais, c'est une jungle hein, pour le commun des mortels. Alors, puis ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que tu as toujours été, tu as toujours avancé. C'est ça qui est, c'est inspirant. C'est inspirant pour nos auditeurs. Je terminerai en disant peut-être aux gens d'aller vous suivre. Peut-être un blog, infolette. En fait, le blog est en train d'être relancé. Les Indomptables. Les Indomptables. Ouais. Et je suis également contributeur. Je suis un des experts qui fait partie de C-Science. OK. C-Science qui est un magazine et qui a également une web-série, mais dans laquelle je publie régulièrement des articles. Donc ça aussi, c'est une belle plateforme sur me suivre. Écoute, moi, j'aurais le goût de te laisser le mot de la fin. C'est super gentil. Premièrement, merci à toi et ton équipe. Super belle réception. Super apprécié. Merci, c'est gentil. Deuxièmement, je dirais aux entrepreneurs qui sont à l'extérieur puis qui regardent ça et qui disent « Je suis pas sûr que j'ai besoin de cybersécurité. » Je vous dirais simplement, là, faites juste une petite analyse de base. Si vous allez sur mon profil LinkedIn, là, vous allez voir, il y a des liens directement. Là. J'ai fourni des auto-évaluations en ligne. Pour faire un mini-audit, là. En fait, c'est juste pour se questionner. Ben oui. Hein? J'en ai un de 10 questions, j'en ai un de 60 questions. Faites juste passer au travers ça coûte avec rien. votre café, ça coûte rien. Ben oui. Puis, ça va vous dire où est-ce que sont vos faiblesses. Là. Puis, vous allez voir tout d'un coup que ça, je connais pas ça. Ça, je suis pas sûr. T'sais, invitez votre gars de TI, venez vous asseoir à côté de vous autres 15 minutes. Là, ça va vous coûter pas mal moins cher qu'une brèche. Oui, puis une faille dans le système. Allô, puis ça peut détruire une entreprise, on l'a vu. Tout à fait. Oui, c'est... René-Sylvain Bédard, président, directeur général, fondateur, Indominus. Allez voir ça. Moi, j'invite les auditeurs à suivre, d'ailleurs, à se sensibiliser parce que c'est pas nouveau, mais ça reste qu'on est de plus en plus sensible à ça. On a de plus en plus de données. On est de plus en plus à risque parce que la donnée, c'est l'or de notre siècle. C'est ça, exact. C'est les gigs, puis les terras, puis let's go. On veut avoir beaucoup de données, mais c'est ça que les hackers, ils veulent. Hein? Ouais. C'est ça que les méchants, ils veulent. Alors, dans la jungle des affaires, c'est le fun. On a parlé aujourd'hui de cybersécurité, c'était le fun. Merci beaucoup, René-Sylvain Bédard. Bonne continuité. Merci. 596, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, on le sait pas. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.